Bon, on va pouvoir commencer. Je pense que vous m'entendez, j'ai pas besoin d'un micro, vous m'entendez. Donc aujourd'hui, c'est la 4e séance, je refais une plongée dans l'Allemagne nazie de manière plus approfondie que les fois précédentes. Naturellement, j'ai déjà évoqué le sujet, mais je voudrais le faire cette fois de manière plus approfondie, plus démonstrative, et évoquer aussi la question de la mémoire de ces faits, ce qui fait que ça va nous amener jusqu'à l'Allemagne d'aujourd'hui. Alors, le thème de la séance est donc les lynchages d'aviateurs alliés en Allemagne, un indicateur de la nazification de la société. C'est un débat entre historiens qui n'est pas tranché, qui je pense ne sera jamais. Certains historiens estiment que, compte tenu de la dureté des conditions de vie en Allemagne à partir de 1944, la population s'est détachée de ses chefs en raison d'un mécontentement relatif aux conditions de vie, de plus en plus rudes. Mais d'autres historiens, dont je fais partie, pensent que non, ne voient pas ce détachement. Et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. En ce qui me concerne, je vois au contraire une nazification sans fin, et à laquelle seule l'arrivée des troupes alliées a mis fin. Et donc l'Allemagne était, de mon point de vue, encore en plein élan sur ce terrain idéologique. Alors, je vous rappelle la thèse du livre, qui était une déconstruction des blocs d'homogénéité qu'on constate à l'échelle nationale. Les comportements collectifs sont très homogènes, que ce soit en France, en Angleterre, chacun à leur façon, ou en Allemagne. Donc le but du livre, c'était de déconstruire ces homogénéités. Et j'avais mis en relation à la fois le régime politique, fondamentalement, mais aussi des traits de culture nationale et la mémoire collective liée aux guerres précédentes. Avec ces trois facteurs-là, il me semble qu'on pouvait expliquer ce qui se passait dans chaque pays. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au sens de ces manifestations collectives, de ces violences collectives de rue, qui se produisent en Allemagne en 43, 44, 45. Et la question, c'est de savoir s'il s'agit de violences en quelque sorte anodines, des presque accidentelles, des bavures sociales, parce que tout de même assez nombreuses, ou est-ce que ces actions ont une signification sociale et politique profonde? Et pour ce qui me concerne, je pense qu'en effet, ces actions sont révélatrices de l'engagement de la société dans une vision quasi du monde. Alors, je vous rappelle que j'appelle lynchage uniquement les agressions sévères sur les aviateurs, et j'ai donc mis de côté tout ce qui relevait du coup de poing ou du coup de pied, ou même des insultes seules. Alors même que la Convention de Genève interdit les insultes dirigées à l'égard envers les prisonniers de guerre. Mais j'ai mis ça de côté, je considère qu'on est en guerre et que les coups de poing sont pratiquement la norme. Mais en revanche, une agression sévère, voire la mort, fait partie du sujet. Et sur le plan chronologique, ce se produit en Allemagne, d'après mes sources, je reviendrai entre l'été 43, ou le printemps 43, et le printemps 45. Donc ce sont des actions menées pendant 2 ans. Alors sur le plan de la bibliographie, il y a très peu de choses. Ce n'est que depuis 2002 qu'il y a des publications sur le sujet. Je parle des publications scientifiques, pour le moment. Et il y a 4 thèses. Alors d'abord, il y a une façon de parler de ces lynchages qui est purement factuelle, ce qui permet de ne pas prendre position, de ne pas interpréter. Je vais laisser Carla de côté. Ensuite, il y a la thèse de Klaus Michael Mallmann, que je partage un petit peu, pas tout à fait complètement, mais assez largement, pour qui, je cite, ces manifestations collectives de violence sont le signe
de la généralisation de la guerre d'anéantissement et la marque de l'engagement volontaire des civils dans ce processus. Donc là, c'est une espèce de globalisation. Ces lynchages d'aviateurs alliés, en fait, font partie de l'ère de l'Holocauste. À côté de cela, il y a quelques historiens qui ont travaillé sur les lynchages. Il y a surtout 2 livres parus en 2014 et 2015 sur les lynchages en Autriche, où là les auteurs imputent la responsabilité des lynchages uniquement aux élites locales nazies, donc pas à la population. Et enfin, un dernier livre paru quelques semaines près, à peu près en même temps que le mien, qui est un ancien PhD américain, dans lequel la part de la population est identifiée, mais rapportée à une colère populaire. Ce que je fais dans mon livre, c'est justement de déconstruire cette colère populaire et de montrer qu'une colère toute pure, ça n'existe pas. Et donc, c'est pas n'importe quelle colère qu'on a là. Et les sources, je vous le rappelle, je crois l'avoir déjà dit, ce sont les procès d'après-guerre, avec cette réserve qu'on fait toujours qu'une source judiciaire n'est pas une source historienne, mais un historien, normalement, est assez bien formé pour tirer l'histoire de la procédure judiciaire, et de ne pas se limiter au verdict. Si on ouvre les dossiers, on a énormément d'informations. Donc je vais en parler de ce sujet en 3 temps. D'abord les faits, ensuite l'interprétation et ensuite la mémoire. Alors, les faits, on peut considérer qu'il s'agit bien d'une pratique nationale. La géographie le montre, et aussi le nombre. Alors, ces lynchages, combien sont-ils? Hypothèse basse à laquelle j'arrive, qui est de 2500, dont 1000 lynchages conduisant à la mort du ou des aviateurs concernés. Alors, 2500, la question, c'est qu'une fois qu'on est arrivé à un chiffre, c'est savoir qu'est-ce qu'il veut dire ce chiffre. Est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est peu? Alors, d'abord, je voudrais signaler que c'est un chiffre qui est sous-estimé pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des zones entières de l'Allemagne dans lesquelles il n'y a pas eu d'enquête, ou très peu, notamment toute la partie soviétique, qui rendait les recherches, l'administration soviétique rendait les recherches difficiles, les recherches qui ont commencé dès 1945. Et puis, donc ça fait un certain nombre de Länder où les investigations n'ont pas été faites aussi bien qu'ailleurs. Et d'autre part, il y a eu peu d'investigations dans l'Allemagne du Nord, peu relativement, et notamment peu relativement en Rhénanie-Westphalie, alors que c'est là qu'il y avait eu le plus de pilotes tombés. Ça se déduit de l'importance des bombardements sur la Ruhr, notamment. Et pourquoi y a-t-il peu d'enquêtes là? C'est parce que dans cette zone britannique, les Britanniques avaient 6 fois moins de moyens pour faire les enquêtes que les Américains. Les Britanniques avaient 3 équipes d'enquête et les Américains 19. Donc il y a si vous voulez, il y a des biais dans l'analyse. Et ensuite, dans la zone française d'occupation, je ne me souviens plus si j'ai déjà dit, mais il y a eu une première enquête d'un responsable de l'élite locale nazie dans le Bade-Württemberg, qui non seulement avait dirigé la Kristallnacht dans son canton, mais ensuite avait assassiné des aviateurs. Mais la Cour de cassation française a annulé le jugement pour la raison qu'il s'agissait en l'occurrence d'un tribunal siégeant à Strasbourg qui jugeait un non-français ayant assassiné des non-français en territoire non-français. Et que par conséquent, la justice française n'était pas habilitée à traiter du sujet. Et je n'ai qu'une vue succincte du dossier, il faudrait vraiment que je me mette à fond dedans. Mais j'ai lu ce que Kerstin von Lingen, qui m'a précédé ici, a écrit sur le crime contre l'humanité. Et à ce propos, elle montre que jusqu'en 1939, c'était la règle. On ne pouvait pas
inculper, enfin le principe de la souveraineté territoriale et nationale était tel qu'on ne pouvait pas inculper un étranger qui a commis ailleurs, au dehors du territoire, un crime sur d'autres étrangers. Et là, mais entre-temps, le droit avait évolué, notamment grâce à la charte internationale qui a donné lieu au tribunal de Nuremberg, mais apparemment, la Cour de cassation française n'avait pas encore évolué. C'est le jugement de quelle année? C'est un jugement de 1946. Donc, c'est juste après la guerre, mais enfin, ça mériterait une étude et puis un peu de sociologie de la Cour de cassation aussi. Alors, la dernière raison pour laquelle les faits sont sous-estimés, c'est que les enquêteurs ont eu beaucoup de mal et se sont heurtés à la loi du silence. Et on a plusieurs indices de cela, et notamment un livre très intéressant sur la mission de recherche britannique. Et l'un des lieutenants, si je me souviens bien, de l'armée qui faisait ces recherches, raconte que dans les rues, ils étaient insultés au nom de Terrorflieger, donc pilote terroriste. Et voici comment il résume les argumentaires qu'il entendait. Quelle que soit la couche sociale, l'emploi ou l'éducation des témoins, 3 facteurs communs émergeaient. Tôt ou tard, au cours de l'interrogatoire, ils continuaient d'introduire dans leurs déclarations 1. Ils n'avaient jamais appartenu au parti nazi. 2. Ils n'avaient jamais voté pour Hitler. Et 3. Ils n'avaient jamais rien su ou entendu dire à propos des camps de concentration. Et donc, ils se heurtent à des Allemands qui sont sur la défensive. Et il raconte, enfin dans ce livre, on raconte des cas où il faut employer la menace pour avoir des informations rien que sur le lieu d'enterrement des aviateurs, rien que pour savoir où ils sont. Et donc cette résistance de la population allemande se comprend, puisque comme je vous l'ai dit, tuer un aviateur, c'était un crime de guerre depuis le 19e siècle. Une reporter américaine d'origine allemande, Martha Gellhorn, précise un peu aussi la situation sur un mode un peu plus ironique et voire humoristique. Voici ce qu'elle écrit. Personne n'est un nazi, elle écrit ça en 1945. Personne n'est un nazi, personne ne l'a jamais été. Il y a peut-être eu quelques nazis dans le village voisin, mais surtout la ville là-bas, il faut bien reconnaître qu'elle a été un véritable foyer d'incubation du national-socialisme. Suit une confession involontaire d'adhésion au nazisme par le choix de l'autoportrait présenté à l'occupant. Ça, c'est assez fin, je trouve. Alors, ouvrez les guillemets. Pour dire la vérité, tout à fait entre nous, il y a eu ici une foule de communistes. Nous avons toujours eu la réputation d'être des rouges. Ah, les juifs, ma foi, il n'y a jamais eu beaucoup de juifs dans le coin. 2 peut-être, 6 tout au plus. Ils ont été emmenés ailleurs. J'ai moi-même caché un juif pendant 6 semaines. J'ai caché un juif, il a caché un juif, tous les enfants du bon Dieu ont caché un juif à un moment ou à un autre. Alors, ce texte est évidemment un texte d'humeur, on ne peut pas prendre au pied de la lettre, mais cela indique assez clairement la résistance des Allemands à témoigner sur le passé immédiat. Donc c'est une raison de plus pour laquelle on est mal informé. Alors, si on s'intéresse maintenant à la proportion d'aviateurs lâchés, c'est une façon aussi de se poser la question. Est-ce que c'est 2%, 10, 20, 50 ? J'arrive à 10%. J'estime à 24 500 les aviateurs alliés tombés en Allemagne. Bon, c'est une estimation parce que, bien sûr, les sources de la Royal Air Force et de l'USA Air Force ne renseignent pas ce point. Je suis obligé de travailler sur les statistiques. Alors 10% sévèrement maltraités, parmi lesquels il y a 4%, 4% du total tombés et survivants, qui sont tués. Et pour savoir si c'est beaucoup ou pas, je me suis intéressée au lynchage dans les États du Sud des États-Unis, au moment où ils sont le plus nombreux, c'est-à-dire dans les années 1890. Et là, on voit que
les aviateurs alliés en Allemagne sont plus menacés que les Noirs américains dans les États du Sud dans les années 1890. 500 morts, là il s'agit, je ne parle que des morts là, parce qu'aux États-Unis, un lynchage veut dire la mise à mort. Il faut comparer les comparables. 500 morts par an en Allemagne, c'est plus que les morts par an noirs dans les États du Sud américains. En rapportant la population des États du Sud à celle de l'Allemagne, évidemment. Enfin, il ne faut pas, comment dire, fausser les proportions. Donc, il me semble que c'est un taux élevé. Alors, par ailleurs, ils sont dispersés sur tout le territoire. On a commencé à en parler la dernière fois, mais je voudrais y revenir plus précisément. Là. Voilà. Alors, ces deux cartes, on pointerait c'est pour comparer les lynchages et les bombardements. Et on voit qu'il y a une correspondance. C'est évident, il y a une correspondance. Mais elle n'est pas parfaite. C'est-à-dire que s'il y a des zones industrielles, donc très fortement bombardées, où on voit beaucoup de lynchages, mais il y a aussi des zones plutôt rurales, notamment au nord de la zone Rhin-Main. Je ne sais pas si... Ah mais attendez, oui, je vais utiliser ça. Vous voyez, là, c'est la région de Francfort, hein, qui est quand même largement bombardée. Mais au nord, c'est peu bombardé. Et ici, c'est rural, c'est la Hesse rurale. Et vous voyez qu'il y a une certaine fréquence des lynchages. Donc, la correspondance, là, n'est pas complète. De même, là, dans cette région-là, il me semble qu'il y a un peu trop de lynchage par rapport au fait que les bombardements ne sont pas... merci. Ne sont pas excessifs. Ils ne sont pas spécialement dans le... Comment ça marche? Ah oui, c'est ça, d'accord. Voilà. Là, et là, on est autour de Francfort, c'est une zone de fort bombardement. Et il y a beaucoup de lynchage. Mais ici, je vais y arriver, voilà. Là, ici, c'est la Hesse rurale. Et donc, c'est un peu étrange. Et de même, là, dans le sud-est de la Basse-Saxe, je ne comprends pas très bien le sud-est de Bavière. Là, c'est du côté de Brunswick, il y a des bombardements, mais là, il y en a moins. Donc, le problème, c'est que mon information sur les lynchages est très incomplète. Donc, je ne peux que poser des questions. Je ne peux pas, si je voulais faire une étude très approfondie, je risquerais de surinterpréter. Je peux simplement dire, un simple raisonnement de bon sens, la carte des bombardements et des lynchages ne se superpose pas exactement. Voilà. Alors, d'autre part, par ailleurs, il y a une autre carte qui rejoint un peu celle des lynchages, qui est celle de la nuit de cristal. Et vous voyez, ici, ce sont toutes les villes où la synagogue a été détruite. Et on voit là, toute l'Allemagne est couverte. On voit ici, le cercle qui est là, c'est Francfort. Donc on retrouve cette zone de fort lynchage. On peut dire que c'est le bombardement. Mais ici, on retrouve cette zone rurale de la Hesse, où bizarrement, il y a beaucoup de lynchage et il y avait aussi beaucoup de juifs. Et donc, il y a peut-être bien un lien. Et comme ça fait partie de ma thèse de montrer qu'il y a en effet un lien. Mais déjà, la carte nous dit peut-être quelque chose. De même que là, dans le sud de la Basse-Saxe, on retrouve de nouveau pas mal de lynchages, un certain nombre. Alors, les lynchages extrêmement nombreux qui sont là ne correspondent pas à une zone de très fort bombardement. C'est le pays de Bade. Pardon, excusez-moi, je me trompe. Les lynchages ici sur ma carte ne sont pas très nombreux. Je viens de dire une bêtise. Mais ce qu'on voit ici, ce sont les destructions de la nuit de cristal, mais le problème, c'est que ça correspond aussi à l'habitation urbaine, donc industrialisée, donc des bombardements. On ne peut pas faire des déductions radicales. On peut là aussi simplement remarquer, il y a des zones où on dirait que
les lynchages sont surreprésentés par rapport au bombardement. Et l'hypothèse qu'une pratique ait été mise en œuvre avec la nuit de cristal, qui, je vous le rappelle, s'est accompagnée de beaucoup de lynchages symboliques. En général, on décrit la nuit de cristal comme une opération décidée d'en haut, et c'est vrai, mais au sol, pendant 2 ou 3 jours, les civils ont été pourchassés, maltraités, quelquefois tués. Donc il y a eu des scènes de rue, de lynchage pendant la nuit de cristal. Alors, d'autre part, si vous voulez, pour dire que c'est une pratique nationale, il y a d'autres éléments, et notamment quand on s'intéresse à la population qui lynche. Qui sont les lyncheurs? Alors, pour ce que j'en vois, cela me permet de dire que c'est une pratique populaire et une pratique nazie. Alors, une pratique populaire parce que ce n'est pas limité à l'élite dirigeante nazie et ce n'est pas non plus une simple colère. Le premier point, c'est que la sociologie des foules qui lynchent couvre tout l'éventail de la population. On peut dire que ce sont les honnêtes gens de la société aryenne, de la Volksgemeinschaft. Il y a, quand on fait des statistiques, alors je l'ai fait pas sur un nombre énorme, mais sur ceux que je pouvais bien identifier, dans les accusés, je n'ai pris que les accusés, et j'en avais, si je me souviens bien, 140. Et 140 bien définis, dont je peux parler. Et sur les 140, il y a un tiers de policiers. Et là, c'est une surreprésentation qui s'explique par un double artefact. Le premier, c'est que les policiers sont armés, ce sont les seuls qui sont armés. Donc c'est eux qui vont donner le coup de grâce sur des hommes qui sont déjà mourants. Et donc ce sont eux qui vont être les premiers inculpés. Et deuxièmement, j'ai un pourcentage de membres du parti nazi de 50%, tout métier confondu, ce qui est très gros, ce qui est très, très important. Parce que le parti nazi a réuni peut-être 20% des hommes, peut-être 15%, difficile à calculer, mais pas 50%. Donc c'est beaucoup, mais là aussi, les membres le parti nazi avait été décrété organisation criminelle par les Alliés, donc ils étaient sous le feu déjà des autorités d'occupation. Et donc, mes premiers responsables des lynchages, ceux qui sont jugés comme tels, ce n'est pas forcément les vrais responsables, sont membres du parti nazi, mais on peut dire seulement à 50%, et à part le quart, c'était le quart, le quart de policiers, toutes les professions sont là. Cadre supérieur, cadre moyen, ouvrier, artisan, fermier. Il n'y a vraiment aucune exclusion. Et par ailleurs, les foules échappent au procès. Les procès ont été menés sur une base démocratique, c'est-à-dire responsabilité individuelle. Il n'y a pas de responsabilité collective. Et de ce fait, les vraiment monsieur et madame tout le monde, je ne les ai pas dans mes échantillons. Au total, c'est donc des échantillons représentatifs d'une population ordinaire, des gens qui sont de bons pères de famille, de bonnes mères de famille, de bons travailleurs, qui n'ont jamais été inculpés. C'est donc la société de tous les jours. Et c'est d'ailleurs les mêmes foules que celles de la nuit de cristal. Je vous signale un très bon livre, pas très connu. Le grand spécialiste pour le moment, c'est Wolf Gruner. Mais une historienne pas très connue qui s'appelle Edith Reim a analysé les procès d'après-guerre, justement, en termes de sociologie des foules, les procès d'après-guerre concernant la nuit de cristal, et elle trouve la même chose que moi. Des gens tout à fait ordinaires et des enfants, et ce que je vois également. Les enfants participent au lynchage. Alors, deuxième point qui montre que c'est bien une pratique nazie, c'est que ces lynchages d'aviateurs sont une variante de pogrom de juifs ou de lynchage de noirs aux États-Unis. Et ce n'est donc pas
une simple colère populaire. Et là, c'est un petit peu une faille d'un certain nombre d'historiens du nazisme qui écrivent aujourd'hui ou qui écrivent il y a 30 ans et qui conservent leur approche, je dirais, kantienne de l'histoire sans appréhender la spécificité du nazisme qui est un monde extrêmement particulier où la rationalité n'est pas notre rationalité. Et donc si on ne fait pas cet effort et de considérer comme une pensée sérieuse ce qui nous paraît aujourd'hui comme absurde et grotesque, on ne comprend pas le système nazi. C'est pourquoi je pense qu'on peut en arriver à dire, ben voilà, ils sont bombardés, ils sont en colère, donc ils lynchent. En vérité, ce n'est pas ça. Ils sont en colère, oui, mais ils lynchent parce que les aviateurs, entre-temps, ont été racisés par la propagande et qu'ils étaient prêts à absorber. Ils étaient prêts à absorber. Alors, cela se voit si on étudie les courbes. Voilà. Ici, j'ai mis en regard les lynchages dont j'ai connaissance et qui sont géographiquement et chronologiquement parfaitement situés. Alors, du coup, là, il y en a moins de 300. C'est le schéma du haut. Et en dessous, vous avez les bombes larguées par les Alliés sur l'Allemagne. Et alors, vous voyez que ici, les lynchages commencent en 1943, ils commencent en mai-juin 1943. Et ici, on voit que les largages augmentent en effet en 1943, très nettement. Ensuite, en 1944, les largages augmentent aussi, mais le nombre de lynchages augmente plus vite. Et donc, si on veut dire c'est la colère populaire, la logique ce serait de dire je peux mesurer le nombre de lynchages en fonction du nombre de tonnages largués. Mais en vérité, on voit que c'est pas ça. Et c'est pourquoi moi, quand je regarde ici cette hausse étonnante dès le mois de mai, dès fin mai, en fait, la hausse se produit fin mai 1944, eh bien j'y vois le résultat de la propagande redoublée avec ce discours fanatique de Goebbels en mai 1944, avec aussi un rappel en avril 1944 à la police qu'elle ne doit pas interférer, etc. Donc il y a eu une piqûre de rappel en avril 1944 par le HSSPF, le chef de la police, Kaltenbrunner. Il y a eu le discours de Goebbels le 26 mai 1944. Et ensuite s'enclenche l'acceptation de la Wehrmacht en juillet 1944 et ensuite la Luftwaffe en octobre 1944. Donc il y a un regain de la propagande au printemps 1944 qui, à mon avis, correspond à cette hausse très rapide des lynchages. Et face à des bombardements qui bien sûr sont énormes et destructeurs, mais dans le même temps, la France est bombardée à cette hauteur-là aussi. Donc c'est pas une question de tonnage. Le tonnage ne détermine pas le lynchage, c'est ça que je veux dire. Et même si, évidemment, s'il n'y avait pas eu de bombardement, on ne sait pas ce qui serait passé. Il y a forcément un lien. Mais il n'est pas mathématique ni automatique. Si vous vous posez peut-être la question de ce trou ici, qui correspond à celui-là, eh bien c'est l'hiver, c'est au moment de la grande offensive Röhrstedt, il faisait très mauvais, et les avions ne pouvaient pas décoller. Donc là, il y a eu une suspension, si je puis dire. Et vous remarquez que le maximum des lynchages, il est ici au mois de mars 1945. Donc, alors, si mes statistiques sont valables, évidemment, il y a toujours un si, cela indique que la nazification de la société n'a pas pris fin. L'enthousiasme populaire se poursuit. Et si ça chute en avril, c'est parce qu'en avril, le territoire allemand est déjà réduit à une peau de chagrin. Donc il n'y a plus d'occasion, si je puis dire. Alors, comme contre-épreuve également, sur le caractère politique des lynchages, on a le témoignage que j'utilise dans mon livre d'un hobro bavarois
et qui à l'époque a à peu près 60 ans, et qui est un conservateur, même un réactionnaire, qui a même suivi la révolution conservatrice dans les années 20, qui a même suivi un peu Hitler au moment de la prise de pouvoir, et progressivement qui a compris, enfin qui a vu qu'au regard de ses normes à lui, il ne pouvait pas accepter le nazisme, et il a fini par prendre en horreur le nazisme. Il est devenu un anti-nazi, et il écrit son journal, voilà, jusqu'à ce qu'il soit arrêté une première fois, puis une deuxième fois, et là il disparaît à Dachau en février 1945. Donc on a son journal, et on peut espérer qu'il n'a pas été trafiqué, parce que beaucoup de journaux publiés, en général, ont été expurgés. Enfin, ce ne sont pas valables. Alors, j'avoue que je n'ai pas vu le manuscrit lui-même. Mais, donc, c'est un carnet dans lequel il dit ce qu'il pense des bombardements. Et, je vais noter le page. Je vais vous le lire parce que ça montre bien que la colère contre les bombardements, elle est politiquement construite. Alors, d'abord, c'est un peu pour rire, mais c'est assez drôle parce que, comme je vous dis, c'est un anti-industrialiste. Il est réactionnaire au point qu'il regrette l'industrialisation de l'Allemagne. Bon. Mais du coup, ça lui donne, sa grille de lecture le met à distance du système en vigueur. On déplore, alors il écrit ça en mai 1942, juste après les deux grands bombardements de Lübeck et Rostock. On déplore le sort de Lübeck et de Rostock, et personne ne saurait verser des larmes plus amères que moi sur ces deux joyaux gothiques. Mais que s'est-il passé ? Les deux villes, dont l'une Rostock, il y a 3 décennies encore, était le paisible marché, replié sur lui-même d'une région agraire saturée, ont été bourrées de cette funeste industrie d'armement que l'on aurait tout aussi bien pu loger dans des trous sans intérêt et sans valeur architecturale. Mais on l'a établi là parce que messieurs les ingénieurs n'avaient pas envie de s'ennuyer dans de petites villes et que les bourgmestres, par ambition, désiraient pousser la commune qui leur était confiée. Exactement comme Munich, cette ville joyeuse et élégante d'avant-hier, doit son malheur et sa décadence à M. Krupp, qui pendant la Première Guerre mondiale la gratifia de la première installation industrielle importante qui fut suivie d'autres. Bon, c'est son analyse, hein, mais ça le met à distance. Et maintenant, on pleure sur les ruines des cathédrales qui ne ressusciteront pas, et dont 2 chapiteaux valent largement la monomanie industrielle allemande, cause première de la déchéance du pays. On pleure sans se frapper la poitrine. Conserverait-on par hasard ces outils domestiques, ces leviers servant à ouvrir les caisses et ces scies de bûcherons dans de précieuses commodes baroques? Utilise-t-on des vases de cristal irremplaçables pour y empiler ces cartouches de chasse, etc. Voilà. Donc, vous voyez que lui, bien sûr, il est en colère, mais il n'est pas en colère contre les Alliés, et il n'identifie pas les Alliés à des Juifs ou autres. Alors, un an plus tard, en août 1943, au moment juste où commence la propagande, enfin, au moment où vient de commencer la propagande racisante nazie, et au moment où Himmler vient de donner consigne à la police de ne pas intervenir, entre guillemets, dans les altercations entre pilotes et habitants, voilà ce qu'il fait. Je prends ma voiture pour aller à Zeebrugge, où se trouve l'épave de l'avion descendu. Enfoncé dans un cratère profond de 4 mètres, où grésille de l'huile enflammée, les moteurs sont enfouis si profondément qu'on ne se donne pas la peine de les dégager. Tout alentour gisent éparpillés des restes humains, etc. Je passe. On emporte les morts dans un petit sac de pommes de terre. Chez un tel où quelques Américains descendus ont réussi à atterrir sans dommage, quelques réfugiés de Hambourg essaient de cracher à la figure des prisonniers. Le soldat qui les escorte s'oppose à cet affront. Parce que là, on est en 1943, mais à partir de 1944, les soldats auront consigne de laisser faire. Le soldat qui les escorte s'oppose à cet affront fait à des hommes sans défense et menace les agresseurs de son arme. Il suffit en effet de gratter seulement un peu la surface de l'Allemand simple
de l'allemand non bourgeois, là on retrouve son idéologie ruraliste, l'allemand non bourgeois pour atteindre le bon vieux noyau de civilité et la tendance innée à s'opposer au geste de la canaille. Donc, vous voyez dans ces quelques mots se profiler en fait le portrait des foules lyncheuses. Aux yeux de ce hobereau, ce sont des barbares, ils ne sont pas civilisés, c'est la canaille. Alors, sur ce point, je termine en concluant sur le caractère nazi des lynchages. Et maintenant, je voudrais parler d'un cas plus particulier. C'est le cas de Rüsselsheim que j'ai étudié de plus près. Je ne l'ai pas détaillé la dernière fois, hein, je ne me trompe pas. Et pour donner une illustration peut-être plus concrète de ce qu'est un lynchage, donc ces garçons étaient 9 dans leur avion qui est tombé à Greven, donc dans le nord de l'Allemagne. Et là, les uns sont... Alors, ils sont tous amenés à l'hôtel de ville. Les uns, ils sont amenés correctement. Les autres sont amenés là après avoir été tabassés par les fermiers qui les ont trouvés dans des champs. Et quand ils arrivent à l'hôtel de ville, ils sont de nouveau alors là, tabassés dans une pièce fermée et accusés, entre guillemets, d'être juifs. Et devant leur délégation, on leur demande donc de baisser leurs pantalons pour vérification. Vous voyez, ils tombent au hasard d'une petite ville allemande, perdue dans la campagne, et aussitôt, ils sont identifiés comme juifs. En l'occurrence, ce n'est pas exact, mais... Et ensuite, ils sont transférés, ils étaient 9, mais l'un d'eux est blessé, il va être soigné sommairement, mais finalement emmené dans un hôpital où il va être soigné normalement. Il en reste 8 qui prennent le train pour aller être interrogés près de Francfort, où se trouve le centre d'interrogatoire des aviateurs. Et comme dans la nuit parce qu'ils étaient tombés le 24 août, au moment où Paris est libéré, c'est une coïncidence. Et dans la nuit du 25 au 26 août, la ville de Rüsselsheim, où se trouve le siège d'Opel, qui depuis la guerre est transformée en usine d'armement pour fabriquer des Junkers 88, qui sont les avions de ligne de front de la Luftwaffe. L'usine d'Opel a été bombardée, je crois, 4 fois dans la guerre. Là, ça devait être la 3e fois, et donc dans la nuit du 25 au 26 août. Et donc, les lignes de chemin de fer sont désorganisées, et il leur faut descendre du train, traverser la ville à pied, pour rejoindre l'escorte militaire l'Esper, une ligne de train non endommagée. Donc ils traversent la ville, c'était pas prévu, ils sont à pied, et vous voyez, ici c'est Le Mans, et là on a Wiesbaden et Mayence, et là c'est Francfort. Et ils arrivent là. Je signale que sur leur trajet, ils passent à côté de la synagogue qui a été profanée en 1938, qui n'est donc plus une synagogue. Ils passent devant l'église évangélique, le logement du pasteur, et ici, sur la place, il y a beaucoup de destruction, mais la ville n'est pas rasée, mais ce sont les toitures qui sont effondrées. Donc les murs de l'église tiennent, mais la toiture s'est effondrée sur la place. Et ici se trouve le commissariat de police qui ne réagit pas alors qu'une petite foule commence à s'attrouper autour des 8 aviateurs et de leur escorte. Et à cet endroit, en bordure de l'ancien quartier juif qui à cette date est vide ou réoccupé par des locaux, 2 femmes crient « À mort les aviateurs, à mort les chiens, tuez-les ». C'est le rôle assez souvent des femmes dans les lynchages qui incitent à la violence. Ces 2 femmes tiennent une boutique de tabac, n'ont pas souffert elles-mêmes du bombardement, ni des bombardements, ni dans leurs biens, ni dans leurs liens de famille.
Et donc, en fait, le lynchage commence ici et dure un temps qu'on ne connaît pas très bien, mais peut-être 1 heure. Et la plupart des lyncheurs qui vont être inculpés après la guerre, en fait, ce sont des habitants de cette rue. Et donc, si vous voulez, c'est un choix aléatoire qui me paraît d'autant plus intéressant sociologiquement. C'est-à-dire que ce ne sont pas des lyncheurs autodésignés qui attendent la bêche au pied ou la pioche au pied de donner des coups. Ce sont des gens qui sont choisis par le hasard dans la population. Ça me paraît d'autant plus intéressant, valable sociologiquement. Et donc là, ils reçoivent toutes sortes de coups. Celui qui est le plus cogné, notamment sur la tête, c'est le médecin légiste, l'étudiera en 1945. C'est un pilote d'origine arménienne et qui a donc le teint basané et qui, par ailleurs, est qualifié de juif par la foule. Donc là, on a la conjonction de juif et noir. Et un autre lyncheur est qualifié de juif, mais lui, il est originaire de Pennsylvanie, où il y a une forte colonie hollandaise, et donc il connaît 2-3 mots d'allemand, il reconnaît le mot Jude, et il se défend. Il se défend des juifs, il dit nein, nein. Donc c'est le problème de chercher sur les lynchages, c'est qu'on n'a pas le son. Et d'ailleurs, on n'a aucune image. Et on n'a pas le son. Et pour donner ces indications que j'ai, c'est en cherchant dans les dossiers des dépositions. Et c'est aussi le fait tout à fait extraordinaire que l'un des deux lynchés sur 8 ont survécu par extraordinaire. Et donc, ils ont pu raconter après. C'est pour ça qu'on est bien enseigné, spécialement. Bon, ils arrivent ici, et à cet endroit, il y a un mur, mais d'autres ouvriers arrivent par ici, et d'autres arrivent par là, et s'acharnent sur ces jeunes hommes qui tombent au sol, et qui finalement, pour 4 d'entre eux, sont mis à mort par un coup de revolver par le chef de la propagande locale. Et ensuite, les corps sont jetés sur une charrette par des enfants qui font ça. D'après un témoin, ils font ça très joyeusement, et ils poussent la charrette jusqu'au cimetière, dirigé par un membre des SA, un homme en uniforme SA. Et les enfants sont certains d'entre eux en uniforme de la Hitlerjugend, mais pas tous. Et ils arrivent là, au cimetière, et là, on convoque... Alors, non, c'est pas fini, parce que là, sur les 8, il y a donc encore 4 survivants dans la charrette. Mais il y a 2 choses. D'abord, le SA, avec une batte, cogne sur les corps qui sont empilés. Et ensuite, le chef de la propagande locale, dans l'après-midi, va venir avec son revolver pour tirer des coups de revolver, encore une fois, sur les corps. Mais entre-temps, il y en a 2 qui étaient dans la charrette et qui survivaient, qui vont bénéficier, si je puis dire, d'une nouvelle alerte aérienne pour quitter la charrette, se cacher dans la chapelle du cimetière et ensuite partir à l'aveuglette. Et finalement, ils seront faits prisonniers quelques jours plus tard. Et ils seront faits prisonniers normalement, sans être battus, et envoyés en camp de prisonniers. Ici, donc le lendemain, sont réquisitionnés des prisonniers russes, à qui on confie les tâches les plus pénibles, ce sont des esclaves naturellement, et qui creusent, mais pas n'importe où, qui creusent dans l'ancien quartier juif, dans l'ancien carré juif du cimetière, lequel a été profané. Donc il n'y a plus que des tombes n'importe comment, donc on creuse un trou et on met là les 6 cadavres. Et donc, si vous voulez, à la fois certains des aviateurs, d'abord tous les aviateurs ont été qualifiés de juifs à Greven, ensuite au moins certains d'entre eux ont été qualifiés de juifs sur le parcours du lynchage, et enfin on les jette
dans le carré juif du cimetière. Il y a, me semble-t-il, là un ensemble de signes qui ne sont pas insignifiants. Et le fait que le seul nettement basané de l'équipe et ce soit celui dont le crâne ait été le plus fracassé, pourrait bien aussi ne pas être un hasard. Voilà, parce que j'ai d'autres cas. Il y a un cas, même en Bavière, d'un aviateur qui était simplement bronzé, qui a été qualifié de nègre pilote. Et j'ai d'autres cas. Alors, dans cette ville, oui, j'ajoute, dans cette ville avait eu lieu, comme je l'ai signalé au passage, une nuit de cristal très active, avec profanation du cimetière et de la synagogue. Donc, il y a tout lieu de penser qu'il y a une espèce de, si vous voulez, de mémoire des gestes, et il y a une idéologisation qui a permis ce lynchage. Alors, c'est donc pas une colère populaire, je ne crois pas. Après, la justice est passée par là, mais la justice ne peut pas inculper 200 personnes. Et donc, il y a seulement eu 13 accusés, dont, si je me trompe, je vérifie, je crois que c'est 7 condamnés à mort. Non, 6 condamnés à mort. Non, 9 condamnés à mort, j'y suis. Et seulement 6 ont été exécutés, effectivement. Les 2 femmes ont été condamnées à mort, ce que je trouve intéressant. De la part de la justice américaine, mais elles n'ont pas été exécutées. Et en 1954, plus personne n'était en prison, même ceux qui étaient condamnés aux travaux forcés à 25 ans de travaux forcés étaient rentrés chez eux. Donc c'est une justice qui paraît aujourd'hui un peu légère, mais justement aujourd'hui ce n'était pas hier. Et c'est ce que je vais un peu aborder. Voilà. Et avant de passer donc à la mémoire des faits, je regarde l'heure pour savoir, je voudrais dire que ce que montrent ces lynchages, c'est aussi cette radicalisation cumulative. Le terme n'est pas de moi, il est employé souvent à propos de la guerre sur le front de l'Est. Elle a joué aussi auprès des simples civils allemands. Et que donc on ne peut pas parler quelquefois on distingue le home front du reste, mais en fait le home front c'était un front de combattants, et c'est un peu ma thèse que les civils étaient des combattants, et que la nazification de la population elle ne faisait que croître. Et je suis de ce point de vue en désaccord avec le livre de Jan Kershaw, qui est pourtant un grand livre, pas Jan Kershaw est un grand historien, c'est pas la question. Mais je suis en désaccord avec son livre qui s'appelle La Fin. Et justement, il donne un exemple de ce qu'il considère comme un détachement vis-à-vis de Hitler. Il donne un exemple que je vais vous citer, et moi je trouve que l'exemple montre le contraire. Alors, il prend ça dans la lettre, une correspondance d'un certain sergent, du 5 décembre 1944. Le sergent en question est dans les Ardennes, il fait partie de la contre-offensive des Ardennes. Voici ce qu'il écrit. « Nos ennemis ne comprennent pas ce désir de paix, et nous, le peuple allemand tout entier, nous continuons de résister durant les fêtes. » Alors, je coupe la phrase. Donc, nos ennemis ne comprennent pas ce désir de paix. Et c'est là-dessus que Jan Kershaw appuie sa démonstration. Le désir de paix, c'est donc en fait se détacher du fanatisme hitlérien. Mais que dit la suite de la phrase? Nous continuons de résister durant les fêtes dans un farouche combat contre ces dégénérés, conduits par les parasites juifs, qui ne connaissent pas de patrie et n'en ont pas. Autrement dit, l'idéologie est intacte. Et bien sûr, il y a une lassitude de la guerre, enfin on s'étonnerait du contraire, mais on ne peut pas déduire de la lassitude vis-à-vis de la guerre, voire de la très grande fatigue, le mot lassitude est sûrement faible, mais ça n'empêche pas de conserver ses convictions nazies, voire de les renforcer. Il faut distinguer. Et en fait, sous le terme de morale, le moral des Allemands, en fait, on confond, à mon avis, on confond l'état
morale, de fatigue ou d'enthousiasme, c'est une chose, et les convictions idéologiques, c'est pas la même chose. Il faut pas tout confondre. On peut être fatigué et nazi, c'est pas incompatible. Alors, donc, cette analyse que je viens de faire, elle repose, vous l'avez vu, sur des sources d'époque. Et donc maintenant, je vais voir la suite. Et on constate que le silence sur les faits a duré très longtemps. Très longtemps. Et quand la reconnaissance arrive, dans les années 80, elle est entravée par le processus de victimisation des Allemands à travers les bombardements aériens. Et donc, je ne sais pas si cette mémoire arrivera à s'installer de manière solide. Alors, je montre d'abord le début. Pour le silence, alors ça c'est du début à la fin, je n'ai toujours pas trouvé une seule photographie de lynchage. Or, vous savez que la propagande de Goebbels constituait notamment en distribution d'appareils photo. Les soldats de la Wehrmacht devaient photographier le triomphe de la Grande Armée et les civils devaient photographier le triomphe de l'Allemagne chez elle. Et donc, c'est pourquoi on a aujourd'hui affleurant sur Internet des milliers de photographies, notamment de ce qui se passait soit sur le front occidental, soit sur le front russe. Mais les lynchages en Allemagne nazie, je n'en ai pas trouvé. Et bon, donc c'est une question, je ne sais pas si ça affleurera. On peut penser que ça a été détruit parce que c'était risqué de garder des traces de ce passé, vu la façon dont les Alliés ont aussitôt fait des recherches. Il y a eu tout de même, dans la période avant les années 80, il y a eu un roman très intéressant sur le plan historique. Non pas que ce soit un très grand roman, il s'appelait Représailles, je pense de manière ironique, parce que représailles, c'était l'un des grands termes de Goebbels qui incitait les Allemands à se venger du mal qu'on leur faisait. Et donc, Vergeltung, comme vous savez, c'est aussi le nom des V1 et des V2. Alors, ça s'appelle Représailles, c'est publié en 1956 d'un auteur un peu inconnu, Gert Ledig, qui avait produit un best-seller l'année précédente, un best-seller sur Stalingrad, qui avait été encensé par la critique. Et donc l'année d'après, il sort ce Représailles, et lequel n'est pas apprécié du tout. Alors, si vous le lisez, il a été réédité en français en 2006 et réédité en allemand en 1999. Si vous le lisez, on comprend pourquoi c'est pas apprécié. C'est parce que la société allemande, dans ce livre, apparaît comme une société profondément dépravée, si vous voulez. La scène se passe sous les bombes, on assiste à un lynchage prolongé d'un aviateur américain. Enfin, je passe les détails, mais c'est pénible à lire. On assiste à un viol dans les décombres avant que la victime et le perpétrateur ne meurent d'ailleurs. Et donc, l'idéologie nazie dans cet ouvrage paraît avoir profondément décivilisé les Allemands. Et c'est probablement pourquoi ça a été mal reçu. Après quoi, l'auteur a produit un nouveau livre qui n'a pas plu et finalement il a abandonné. Mais pourquoi est-ce qu'on a ressorti? Ce qui est très intéressant pour nous, c'est que cet auteur est ressorti, donc je vous disais, en Allemagne en 1999. Pourquoi on l'a ressorti? C'est parce que c'est Sebald, qui était déjà un phénomène un best-seller. Vous connaissez l'auteur Sebald, sans doute, ou pas, vous verrez, facile à trouver. Sebald a donné 2 grandes conférences à Zurich sur le thème des bombardements. Et dans ces conférences, il a 2 pages assez méprisantes sur cet auteur, Gert Ledig. Et ça a attiré l'attention et il a donc été republié en 1999 en Allemagne. Et pourquoi en 1999? Alors là j'y viens, c'est parce que c'est la deuxième période, depuis les années 80, la mémoire des lynchages est ressortie en Allemagne. Et elle est ressortie non pas par les historiens, mais par des journalistes. Et par exemple, à Rüsselsheim, le journal, la première fois où
l'affaire ressort, c'est en 1984 dans l'hebdomadaire local, qui est une feuille de chou vraiment. Mais là, il y a une série d'articles qui se suivent, qui décrivent de près ce qui s'est passé et de manière factuellement exacte. Donc, il y a un retour de ces faits et ça correspond, je crois, mais je ne l'ai pas étudié de près, mais ça correspond au fait qu'à ce moment-là, la Shoah et les crimes nazis donc, sont remis au centre de l'histoire dans le monde entier. 78, c'est la série télévisée Holocauste qui passe en Allemagne tout de suite. Et là, il y a un regain d'intérêt. Le film Shoah, c'est 85. Mais dans le cadre justement de la meilleure prise en compte par les historiens du génocide, on peut penser que d'autres violences sont ressorties, ou que certains se sont autorisés de faire ressortir ce passé-là. Donc là, c'est pour le moment, ce n'est qu'une hypothèse. Donc cette mémoire ressort. Parallèlement, l'histoire des bombardements, qui a un lien avec ces lynchages, l'histoire des bombardements, disons, s'améliore sans s'améliorer aussi à partir des années 80, parce qu'elle est prise en main par des historiens professionnels, mais qui n'étudient pas les lynchages du tout, qui étudient les stratégies et comparent les stratégies des Alliés et de l'Allemagne. Et ce sont des études qui sont assez orientées à mes yeux, et pas seulement à mes yeux, parce que la thèse générale, c'est que la Luftwaffe n'a pas procédé à des bombardements de zone, n'a pas procédé à des bombardements visant à détruire les civils, contrairement aux Alliés. Donc cette thèse-là, qui est défendue notamment par le grand historien qui tenait vraiment l'histoire de la guerre aérienne en Allemagne de 80 à 2012, et qui s'appelait Horst Bogue, qui était historien militaire, de 80 à 2006, pardon, j'exagère. Cette histoire-là donc s'est imposée et donc a permis à la Luftwaffe d'échapper à la critique dont la Wehrmacht a fait l'objet par l'exposition de 1995 sur les crimes de la Wehrmacht. Donc la Luftwaffe pour le moment reste une arme noble qui n'a pas commis de crimes dans le cadre des nazis. Alors, avec ce regain d'histoire de la guerre aérienne, cette réapparition dans quelques localités de l'histoire des lynchages, et arrive là-dessus la chute du mur, qui libère, si je puis dire, la critique des Alliés, puisque on croit qu'on n'a plus besoin du parapluie américain pour se protéger des Russes. Et c'est à ce moment-là que sort ce livre qui a été un best-seller, L'incendie de Friedrich Jörg, et qui écrit un livre sensationnaliste, un livre à sensation, sur le vécu des bombardés en Allemagne. Et donc ce livre a encouru la critique générale des historiens, mais certains, dont ce Horst Bogue dont je vous parlais, l'ont apprécié parce que justement, pour une fois, il permettait de sortir du politiquement correct et, aux yeux de Horst Bogue, et de reconnaître que les Allemands ont été victimes, et pas seulement des bourreaux, des perpétrateurs. Alors chez Horst Bogue, qui publiait en même temps dans les journaux d'extrême droite, c'est une thèse qui a un sens global. Mais je reviens au problème de la mémoire de ces lynchages, c'est qu'elle est complexe parce que c'est certain que les civils allemands ont été victimes des bombardements. C'est un fait. Et de dire en même temps, oui, on a été victime, oui, mais oui, on a lynché les aviateurs parce qu'on croyait au nazisme, c'est compliqué. Et c'est pourquoi que cette mémoire des lynchages, elle est prise dans une contradiction du point de vue des Allemands. Je vais vous l'illustrer à travers ce qu'a fait la commune de Rüsselsheim. Je ne sais pas si vous voyez, donc vous ne voyez rien. Enfin, oui, c'est normal d'ailleurs. Il n'y a rien à voir. Alors, en 2004,
sur une initiative que j'ai du mal à identifier, la ville a inauguré un monument. Donc vous voyez la chronologie. En 84, le journal local évoque le lynchage et 20 ans plus tard, la commune érige un monument en mémoire de ces 8 aviateurs lynchés. Et voici le monument. Si vous vous promenez dans la rue, c'est là, à peu près là que la plupart sont morts. Et c'est pas mieux. Ah, très bien, merci. Alors, voilà, vous vous promenez dans la rue, à gauche vous avez les chemins de fer, et devant, là c'est la gare, et donc la rue est parallèle au chemin de fer qui passe là, c'est le chemin de fer qui va à Francfort, c'est une grande ligne de chemin de fer. Et donc vous prenez dans la rue, et là, au lieu d'avoir ces espèces de grilles que vous devinez, il y a ce carré de briques, voilà. Et c'est tout. Et, enfin, c'est tout pour le passant, hein, ou pour les habitants, parce que de l'autre côté, il y a des maisons. Et donc, pour comprendre le sens du monument, vous savez, il faut vraiment que vous le cherchiez, le monument, et il faut vraiment que vous cherchiez le sens. Il faut faire le tour du monument, donc, côté rail des chemins de fer et pas côté rue. Vous voyez là les 8 photos des 8 aviateurs lynchés, dont deux survivants finalement. Mais un journaliste a posé la question à la municipalité, mais pourquoi est-ce que les visages ne sont pas côté rue, qu'au moins on comprenne de quoi il s'agit? Et la réponse a été, ah ben comme ça, les passagers du train vont les voir. Très bien. Et alors, il y a tout de même sur un côté, il y a tout de même une explication qui en plus est en anglais. Alors là, vous la voyez. Vous voyez le cadre, hein, c'est nulle part, c'est au milieu de nulle part. Et donc là, il y a l'explication sur l'un des côtés du mur et qui dit en gros, qui donne les faits, qui donne les noms. Et avec une formule finale, puisse ce mémorial nous rappeler notre commune humanité. Alors, cette commune humanité, ça a posé des problèmes parce que quelle était l'humanité des lyncheurs? Mais c'est donc un monument qui se place dans un espace relativement religieux en vérité et qui évite d'accuser qui que ce soit. Mais, comme je vous le disais, c'est compliqué. Parce que, si vous voulez, concrètement, le maire, alors j'étais à Rüsselsheim en 2016, 17, 18, et à ce moment-là, le maire de la ville était le fils d'un des hommes qui a été pendu pour avoir lynché. Et donc, si vous voulez, humainement, et ce maire de la ville, c'était un bébé. Quand son père a été pendu pour avoir lynché, c'était un bébé. Donc, si vous voulez, voilà, que dire? C'est son père. Et c'est une histoire. Si on se place du point de vue de la famille, c'est une histoire affreuse. La mère avait, je crois, 5 ou 6 enfants. Le maire actuel de la ville était le petit dernier. Plus de papa du jour au lendemain. Voilà. Donc, c'est compliqué pour les habitants et on peut comprendre. Néanmoins, la ville a fait cet effort et il y a peu de villes qui ont fait cet effort, même de mettre une plaque quelque part, ou dans un cas, il y a une Stolperstein, c'est bien ça, une Stolperstein. Vous savez, ces petits carrés qu'on met en général en Allemagne, que les municipalités mettent au pied des maisons dont les Juifs ont été déportés. Il y en a beaucoup à Bruxelles. Il y en a beaucoup à Bruxelles aussi. Non, il y en a pas. Mais il y a aussi des résistants qui ont le pavé. Ah oui. En France, je crois je ne suis pas sûre que ça existe. Voilà. Donc, voilà, si vous voulez, en conclusion, je pense que avec ces lynchages, on a un aspect de la vie sociale arienne. Et ce n'est pas tous les Allemands qui sont concernés, mais c'est tout de même statistiquement une fréquence, voilà, une fréquence qui a une représentativité.
Or, il s'agit d'un phénomène quand même extraordinaire puisqu'il s'agit de tuer. Et voilà, c'est là-dessus que je m'arrête et je serais contente de répondre à des questions. Moi, j'ai une question sur la comparaison avec la nuit du cristal. Oui. Parce que il y a quand même 5 ans qui séparent le lynchage du fait référence. La nuit du cristal, c'était très organisé, parce que c'est un jour, donc c'est clair que c'est coordonné. Il y a une dimension rhétorique de vengeance, parce que ça répond à un attentat qui a eu lieu à Paris, mais vraiment, ce n'est pas quelque chose qui a vécu localement. Or, ces lynchages, c'est local, c'est pas coordonné, parce qu'on ne sait pas à l'avance où est-ce qu'on va trouver cette... Donc, et il y a eu, entre-temps quand même, une radicalisation du fait de la guerre. La population allemande a connu une vraie souffrance, oui, on peut le dire, et a donc cette volonté de vengeance. Il semblerait quand même que c'est deux violences qui s'inscrivent dans un contexte très différent, et du coup, on s'attendrait quelque part à ce que la nuit de cristal, c'est vraiment les militants du parti, c'est encadré, c'est téléguidé, et du coup que la participation ou le profil des auteurs de ces violences soit les mêmes, interpelle quelque part. L'un, c'est en temps de paix, tout est coordonné parce que ça se déroule dans un jour qu'on peut identifier. C'est plus qu'un jour, hein, c'est 2-3 jours. Oui. Il y a un moment de départ, il y a un moment de fin, c'est quelque part chronométré, c'est centralisé. L'autre, c'est beaucoup plus diffus, donc, et on est en pleine guerre. D'ailleurs, on est clairement, après Stalingrad, on est à un moment où on n'est plus dans l'illusion que c'est une guerre victorieuse. Donc, ça va. Est-ce que dans des constellations aussi différentes, on peut trouver deux fois le même profil et le même degré de spontanéité, quelque part? Oui. Pourquoi pas? D'ailleurs, entre-temps, il y a eu d'autres, alors des lynchages symboliques. Il y a eu notamment les femmes qui avaient des relations avec des prisonniers de guerre, qui étaient promenées dans les rues avec des pancartes. Enfin, il y a eu des tontes, d'ailleurs, de femmes. Donc, c'est une pratique nazie, la parade de dérision. Et moi, je pense que le bon citoyen se sent légitimé à agresser les méchants, puisqu'il y a une ligne très très nette entre les bons et les méchants. Et s'il y a des juifs qui arrivent sur le territoire alors que le territoire a été nettoyé des juifs, alors j'ai le droit de continuer le nettoyage. Je le pense de la sorte. Et je ne pense pas que l'illusion de la victoire pérenne ait disparu complètement. Parce que ça me rappelle aussi, si on admet que la société se nazifie sans cesse de manière continue, toute la rhétorique qu'on trouve dans les livres d'histoire, l'effort final pour qualifier par exemple la contre-offensive des Ardennes, l'effort héroïque terminal, les derniers jours, etc. C'est pas du tout l'effort final, c'est pas du tout les derniers jours. Ils sont toujours sur la ligne de la victoire. C'était la propagande et c'était la conception du monde nazi. Il n'y avait pas de défaite. Et moi, je crois que ça nous paraît absurde aujourd'hui, et grotesque, et ridicule, mais il faut se mettre dans la pensée des habitants de l'époque. Et donc là, bon, il y a eu Stalingrad, effectivement, c'était pas formidable, mais ça ne fait rien, on continuait
conquérir le monde. De toute façon, on était la race supérieure, donc on était, comment dire, invincible par définition. Enfin, moi, je le crois comme ça. Et dans la mesure, il faudrait aussi, mais alors malheureusement il ne l'a pas fait, Michel Witt a écrit un livre sur les pogroms en Allemagne, dans les provinces allemandes de 33 à 39. Mais il donne quelques exemples, mais il n'y a pas de carte. Et enfin, il ne dit pas positivement s'il a fait une recherche exhaustive ou si simplement il est allé là où il pensait qu'il trouverait quelque chose. Donc je suis un peu embarrassée. Mais j'ai bien l'impression que là, il y a une pratique continue. Bon, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais... Alors, je vois qu'il y a encore 2 questions. Alors, oui, au fond, peut-être, non? Oui? Ah non, c'est vous que j'ai vu en premier, allez-y. Oui, c'est ça. Donc, je voulais justement dire ceci, et d'abord, c'est un remerciement et pour le travail abattu, ces livres-là que vous avez publiés, vous l'avez fait vraiment, c'est bien restitué ici, c'est magnifique. Il y a des choses particulières que j'ai vraiment retenues. D'abord, ça m'a poussé à lire et approfondir, c'est magnifique. Et surtout le détail. Vraiment, c'est tellement magnifique aussi sur ce sujet-là, parce que vous êtes entré vraiment plus en profondeur. Par exemple, j'ai retenu quelque chose concernant le cas des aviateurs en France qui se sont trouvés au sol et qu'ils étaient très bien vers les années 1941, par novembre peut-être, et puis ils étaient très bien protégés par le civil. Et c'était pénible pour eux parce que là on voyait que chaque fois ils devaient changer des habits ou bien changer. Il y a un problème parce qu'ils parlaient anglais, mais malgré ça, ils étaient protégés. Et mais vous avez parlé des 4. Il y a d'autres qui parlent de 3, mais c'est passé sur un détail important, mais pour moi, c'est magnifique. Et puis aussi, s'il faut bien voir, oui, enfin, c'est pas la question, mais le fait que je suis cité, un peu particulièrement, je voulais avoir ce petit souci, c'est de voir, est-ce que lorsque vous écrivez un livre comme ça, est-ce que votre objectif, c'est justement assouvir les appétits politiques ou bien social, beaucoup plus. Et voilà, est-ce historique seulement ou bien économique? C'est pas ça, c'est particulièrement vous. Je voulais seulement savoir. L'objectif c'est à atteindre les études politiques et sociales. Alors, c'est compliqué parce que c'est un livre que j'ai écrit, mais en fait, comment dire, le sujet, je l'ai construit progressivement. Il n'est pas sorti de mon cerveau comme ça. Oui. Donc, au début, je voulais travailler. Alors, au début, mon souci, il était purement professionnel. Voilà, c'était le suivant. J'avais été amenée à écrire un article sur les femmes résistantes. On m'avait demandé pour un numéro spécial du mouvement social. Et j'avais beaucoup lu. Et j'avais trouvé que la littérature était de mauvaise qualité. C'est-à-dire que même les travaux d'historiens étaient d'ordre anecdotique. C'était pratiquement du niveau des amateurs, un peu mieux. Enfin. Donc, je n'étais pas satisfaite. Et donc, j'ai écrit cet article tout en me disant, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour aboutir à un savoir construit et pas seulement à une suite d'anecdotes, mais très, très impressionnante, très touchante. Enfin, oui, mais le travail d'historien, c'est un peu autre chose. Et ce faisant, j'ai lu 2 livres, un livre d'une Américaine que je n'ai même pas pu identifier. Je ne sais pas du tout qui c'était. Et qui citait des bouts d'archives qu'elle avait vus à Washington, et un Anglais qui citait lui aussi des archives, et dans les 2 cas, c'était les débriefings des aviateurs qui avaient pu s'évader. Voilà. Et donc, je me suis dit, voilà, là j'ai ma source pour parler de manière vérifiée de ce qui se passe au sol et des résistantes
qui résistent en aidant les aviateurs alliés. Et après, donc voilà, donc c'est parti comme ça. Mais après, je suis allée aux États-Unis pour chercher les débriefings américains, et là j'ai vu que j'avais les débriefings sur toute l'Europe. C'était un archiviste qui m'a emmené dans les rayonnages, et il y en avait à peu près tout ce mur de carton classé par pays. Vous voyez ? Alors je me suis dit, mais je ne vais pas me limiter à la France, c'est ridicule. Alors à un moment donné, j'étais partie sur l'Europe entière. Alors là, je me faisais des illusions, mais ça a quand même été très intéressant. Et je lui ai dit, ben, c'est très drôle parce que voilà, je vois toute l'Europe des films, mais il n'y a qu'un pays qui manque, c'est l'Allemagne. Alors il m'a dit, ah oui, mais parce qu'en Allemagne, il n'y a pas de helpers et il n'y a pas donc de débriefing spécifique concernant l'Allemagne. Parce que les débriefings des aviateurs, on les a sur toute leur traversée de l'Europe, oui. Surtout de la France en vérité. Alors, donc, c'est comme ça que mon sujet a évolué. Du coup, je me suis dit, alors ça c'est drôle, j'ai des helpers en France, en Belgique, en Hollande, en Italie, des milliers. Pour l'Allemagne, me disait l'archiviste, il y a les procès d'après-guerre pour des crimes de lynchage. Bon. Et donc les helpers allemands, il n'y en a pas. En fait, il y en a. Quand on cherche, on trouve toujours. On a dû en trouver 5 ou 6. Enfin, on peut trouver. Mais, donc c'est comme ça que l'étude est partie. Et une fois que j'avais une fois que j'ai compris, je ne pouvais pas faire toute l'Europe, parce que c'était... Je ne parle pas le polonais, je ne parle pas le hongrois, je ne parle pas le yougoslave. Enfin bon. Mais je me suis retrouvée avec la France et l'Allemagne, là je pouvais. Mais je me suis dit, je ne peux pas me limiter à 2 pays aussi opposés, si vous voulez. Et donc, j'ai pris l'Angleterre. C'est comme ça que le sujet s'est construit. Et alors après, l'idée, y a-t-il un projet politique ou social ou autre derrière ? On peut pas, enfin là, je ne crois pas à l'historien pur esprit. Je ne crois pas, même quand on voit les travaux des spécialistes de la guerre aérienne, on voit très bien quelles sont leurs arrière-pensées. Notamment les historiens qui font l'éloge de la Luftwaffe encore aujourd'hui, c'est vraiment des historiens qui ont une orientation. Et donc là, moi, ça ne me gêne pas, si vous voulez, de dire qu'il y a eu des crimes en Allemagne entre 1933 et 1945. Voilà. Je n'ai pas de difficulté à le mettre sur le papier. Donc, effectivement, là, c'est un point de vue. Mais enfin, j'espère que mais on peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire dans l'objectivité, dans la sérénité. Et d'écrire l'histoire, normalement, ça doit être une ascèse. Et donc, on peut toujours mieux faire. Et de ce point de vue, je fais mieux dans la version anglaise. Parce que je me suis dit, non, là, il faut... Alors, il y a encore plusieurs questions. Alors, il y a vous, puis après, il y en a d'autres, oui. Ouais, moi, l'histoire comme telle, bon, je ne m'y connais pas tellement. Je m'intéresse à la philosophie et je me suis dit, bon, il faut que je trouve un intérêt à ce que... Et voilà, j'ai retenu, du moins pour la dernière conférence, le caractère nazi des lynchages en Allemagne. Donc il y avait une idéologie qui primait ou qui incitait les civils, donc entraînés par Goebbels et sa propagande et tout. Mais je voulais savoir maintenant, en France et en Angleterre, est-ce qu'il y avait une idéologie chez les civils, s'il y avait une qui les poussait à lyncher, ou c'est simplement la colère, tout simplement, du fait qu'ils étaient allés. En Allemagne, il y avait l'idéologie de la classe, mais en France et en Angleterre. Alors, c'est différent parce qu'en France, donc commençons par l'Angleterre, c'est plus facile, il n'y a pas eu de lynchage. Il y en a eu un. Mais si on a eu un, disons qu'il y en a eu peut-être 10 sur la durée de la guerre. Forcément, je n'ai pas tout vu. Mais, et l'idéologie, c'était la démocratie. C'était la démocratie, c'était le fait que l'aviateur, le Luftwaffe qui tombait, on ne le rendait pas responsable
des crimes commis par son régime, ni des bombes qui avaient tué. Sauf, alors, il y a des cas où les coups de poing sont allés un peu loin parce qu'il y a des dents qui ont sauté. Donc, c'était vraiment des coups de poing. Mais là, enfin, d'après le récit que j'ai, l'aviateur avait été arrogant. Vous voyez. Donc, le coup de poing peut être un peu renforcé pour ça. Et puis, quand l'aviateur allemand arrive, alors en France c'est pareil, mais en Angleterre j'ai des petits récits là-dessus, il y a, si vous voulez, il y a une arrogance sociale parce que être aviateur, ça suppose un niveau d'instruction élevé. Et donc, quand vous êtes un aviateur arien, d'un milieu bourgeois aisé, et que vous êtes arrêté par un ouvrier en tenue de travail, si vous voulez, il peut y avoir une réaction. Et donc, dans certains cas, les aviateurs, en allemand, ou en anglais, ils parlent tous l'anglais, ou faisaient des gestes méprisants à l'égard de ceux qui venaient les interpeller. Il y avait des phénomènes de classe. Mais il n'y avait pas de lynchage en Angleterre, ou très très peu. Mais ça, c'est la démocratie. Et en France, en mai-juin 40, il y a eu des interpellations mouvementées d'aviateurs allemands. Mais là, c'est autre chose parce que les aviateurs résistaient, ne se laissaient pas prendre. Normalement, ils doivent prendre les armes. Donc il y avait des petites escarmouches. Et il y a eu quand même 4 Allemands qui ont été tués de cette manière, dans le cadre justement de disputes, on peut dire. Mais ça n'a duré que mai-juin 40, donc ça a été très court. Après, j'ai un cas de lynchage en France qui a eu lieu. C'était à Vimy, de la part d'une population qui était polonaise et qui, je pense, savait bien ce qui s'était passé en Pologne. Et là, il y a un pauvre aviateur allemand il n'est pas mort sous les coups, mais il a quand même été beaucoup cogné. Et après, il est mort d'une balle d'un soldat parce que c'était en plein champ de bataille. C'est un contexte, c'est pas du tout. C'est un contexte où il y a la guerre est visible. Les combattants sont présents. Les belligérants sont présents. Donc, en mai-juin 40, l'idéologie des Français, c'est la défense du territoire. C'était la 3e fois en 70 ans. Et après, s'ils cachent les aviateurs à leurs risques et périls, c'est toujours la défense nationale. Et c'est une idéologie. Alors, vous aviez une question, je crois. En fait, moi, c'est une question qui est peut-être qui peut paraître un peu idiote, mais tout à l'heure, vous aviez expliqué que le lynchage, qu'il y avait des gens du village qui avaient été arrêtés, notamment 2 femmes qui avaient été condamnées à mort et qui finalement n'avaient pas été condamnées, n'avaient pas été tuées. Est-ce que c'est parce qu'elles sont décédées entre-temps ou quelle est la raison qui fait que... Non, elles ont été libérées toutes les deux en 1953 et elles ont repris leur commerce. Elles n'ont pas été exécutées parce que, pendues, les Anglais pendaient, et les Américains aussi, parce que, parce que c'était des épouses et des mères de famille. Enfin, leurs enfants avaient plus de 20 ans, mais c'était des femmes. Je pense que aussi il y avait un peu une réticence à pendre une femme, pas très fréquent. Et après, parce que je ne sais pas si ça en a été tenu compte, mais j'ai lu au moins la défense d'un avocat, parce qu'ils avaient des avocats allemands, et une défense évidemment larmoyante sur la mère qui, l'épouse que, plus une mise en scène, parce que c'est dans ces archives, une mise en scène complètement fausse du cimetière le jour où les aviateurs sont lynchés. L'avocat décrit le cimetière où tous les habitants pleurent, les centaines de morts du bombardement de la nuit. Or, dans la nuit en question, il y a eu seulement 21, c'est beaucoup trop, 21 morts dans la ville. À côté de ça, il y a eu 177 morts, mais c'était des travailleurs étrangers dont les baraques jouxtaient l'usine d'Opel et dont les habitants se moquaient éperdument. Donc ils n'ont pas été pleurés, les travailleurs étrangers.
Bon, donc c'est pour dire que ce sujet, il faut vraiment décrypter ce qu'on lit. Oui, Chantal. Mais c'est des réflexions, ça va peut-être paraître un peu confus, mais je voulais revenir sur cette question de la mémoire difficile, impossible. Et j'avais une comparaison qui peut-être va paraître complètement absurde et dénuée de sens, mais c'est au fond la question des tontes. Parce que là aussi, je me dis, pour les sociétés, il y a à la fois, aujourd'hui, on valorise les victimes, ces femmes tondues, mais ce sont aussi les sociétés, les mêmes sociétés qui sont coupables. Donc il y a aussi là quelque chose d'impossible et on est dans un tout autre contexte. Donc je voulais simplement vous lancer ça pour voir si ça faisait sens. Et alors la deuxième chose, c'est aussi lié à la mémoire difficile des bombardements. Je me dis, les historiens se sont aussi tardivement intéressés aux bombardements alliés en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Et là aussi, il y a quelque chose, mais c'est dans un autre registre, d'une mémoire difficile, impossible, puisque ce sont nos alliés qui nous ont bombardés. Donc, je me dis, on est chaque fois confronté à des nœuds. Voilà. Oui, mais ça, c'est pareil en France. La mémoire des bombardements en France, qui sont des bombardements alliés à 95%, elle n'a pas vraiment atteint le niveau national. Elle reste locale. C'est comme la mémoire de l'aide aux aviateurs alliés, ça reste local. C'est pas vraiment dans la mémoire nationale. Je pense que je suis pas sûre que ce soit dans les manuels scolaires. Parce qu'effectivement, c'était les libérateurs qui bombardaient. Alors sur la première question, justement, lundi dernier, j'ai organisé un séminaire avec pour thème lynchage, tonte et ratonnade. Et l'idée, c'était de savoir si on pouvait trouver un trait commun ou pas. Et le trait commun, c'est la sociologie. C'est la bonne, ce sont les honnêtes gens. Ce sont les honnêtes gens. C'est pas du tout une affaire de voyous, ces opérations. Ce sont les bons citoyens qui se vivent comme tels. Et qui sont d'ailleurs assez souvent bien mis sur eux. Ce sont des gens qui sont installés. Après ça, on peut pas, la comparaison ne va pas très loin parce que ce sont des phénomènes d'origine assez distincte. Fabrice Virgili a étudié les tontes de femmes en France et il montre que pour la moitié des victimes, c'était des femmes, il y avait une raison politique, c'était des femmes qui avaient manifesté des sentiments pro-allemands, et pour l'autre moitié, c'était des femmes qui avaient des relations sexuelles avec les Allemands, et que donc il y avait un fondement. Et l'autre fondement, c'est la misogynie. Parce qu'il y a eu des hommes lynchés, mais en nombre beaucoup moins. Donc ça, c'est un vieux fondement et qui se préparait de ce qu'il dit de longue date. Lui a des traces comme quoi c'était annoncé qu'on allait tondre les femmes à la libération. Mais ça n'était pas conseillé par l'autorité nationale, c'était pas soufflé à l'oreille des bons citoyens. Et il y a même eu quelques tondeurs, ou quelques participants de ces foules qui ont été inculpés, mais très peu nombreux. Et avec des condamnations très légères, des amendes, des choses comme ça. Et donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Et en Algérie, lors des ratonnades, entre guillemets, les criminels, ce sont des criminels, n'étaient pas condamnés. Était même à peine poursuivi. Oui. Une question, en vous écoutant, je n'ai peut-être pas perçu tous les détails, mais je me demande s'il n'y a pas vu d'évolution en fonction de la situation militaire. Moi, j'ai beaucoup entendu il y a un intérêt à voler au score de la victoire, donc une forme d'opportunisme. Et donc, vous n'avez pas senti que la population devenait plus respectable dans son attitude du fait que la guerre allait être perdue. En Allemagne ? En Allemagne. Ah oui, non, j'ai vu le contraire. J'ai vu le contraire. Oui, c'est ça que je trouve assez... Oui. Non, mais parce que... moi, je l'interprète comme
un signe de l'adhésion au nazisme. Nous sommes le peuple supérieur et il ne peut pas être vaincu, ça n'existe pas. Et quand on lit le journal de Klemperer, hein, c'est pratiquement jour par jour, et même en 1945, après le bombardement de Dresde, parce que il faut savoir que le bombardement de Dresde a sauvé la vie aux 130 derniers juifs de Dresde, qui ont pu s'échapper. Bon. Il y en a quand même 40 qui ont été tués par le bombardement. Mais, donc, 130 ont survécu grâce au bombardement, ils devaient être déportés le lendemain. Bon. Et donc, Victor Klemperer fait partie de ces miraculés, et il raconte jour par jour jusqu'au 8 mai ses conversations avec les Allemands. Et on voit très bien qu'ils sont toujours parfaitement... ils sont dans une espèce de monde qui n'a pas de fin. C'est pas du tout la fin du monde. C'est simplement, c'est une vie terriblement difficile. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun contact avec la réalité militaire ou c'était l'imaginaire nazi. C'était l'imaginaire nazi. Et de toute façon, depuis 1943, Goebbels annonçait une arme miraculeuse. J'ai une question sur finalement cet imaginaire de l'aviation. Dans l'entre-deux-guerres, c'est les chevaliers du ciel, c'est très romantisé. Il y a Saint-Exupéry en France qui est un mythe. Il y a un aviateur, Herbert Cockurs, il y a un héros national letton qui après devient lui-même nazi, mais on veut quand même le sauver parce que c'est le symbole du progrès, de la noblesse, de la prouesse. Et c'est probablement quelque chose qui survit pendant la guerre, où la guerre de l'air est une guerre noble, alors que la guerre d'infanterie, d'artillerie, c'est une infâme boucherie, mais quelque chose qui est difficile à gérer aussi. Et j'ai été très frappé par l'absence dans tout ce débat de finalement la pratique allemande des bombardements sauvages des centres urbains en 1939 en Pologne et puis en mai 40 aux Pays-Bas. Bien sûr. Où donc c'est le bombardement de Rotterdam qui a été d'une violence extrême, pas comparable à Dresde, mais il commence la guerre avec une attaque sur des cibles civiles sans aucune justification militaire, ce qui sera salué par Adolf Hitler, comme l'armée néerlandaise va capituler 5 jours après à cause de la terreur de ce bombardement. Hitler va saluer l'attitude chevaleresque de l'armée néerlandaise dans die ritterliche Kriegsführung. Ah oui. Et donc il dit, c'est vraiment cet imaginaire, alors que ça part d'une brutalité inouïe, et finalement, ça a été une stratégie du début de la guerre de la Luftwaffe, qu'ensuite ils ne pratiquent plus, je suppose parce qu'ils n'en ont techniquement pas les moyens. Non. Oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait étudier, parce que là-dessus, par exemple, ce fameux Horst Bob, là, dont je fais un peu ma tête de turc, il prétend, je ne vois pas comment, que ces attaques-là, c'était un peu accidentel, même Varsovie, on peut même ajouter Guernica, ça commence à Guernica, et c'était un peu accidentel, mais que la Luftwaffe ne pratiquait que les bombardements tactiques d'appui à l'armée de terre. Je veux dire, Coventry aussi, c'est un peu accidentel, je ne sais plus lequel est là. Alors, il concède l'idée que les raids Baedeker, je crois que c'est en mai 1942, ce sont des raids de représailles. Justement, je crois pour Lübeck et Rostock, qui étaient des vieilles villes historiques. Donc, la Luftwaffe a identifié 5 ou 6 villes anglaises à haute valeur historique. Ces raids Baedeker, oui, c'était sur des civils, mais c'était en représailles, donc c'était légitime. Et donc, là, on attend un historien qui nous explique que les bombardements de la Luftwaffe, c'était des bombardements de terreur à l'égard des civils. On peut aussi parler des Stukas sur les mitraillant les civils sur les routes. Il y a beaucoup à dire, et ça n'est pas fait. Ça n'est pas fait.
Et là, à mon avis, il y a une résistance très forte. Et le mythe de la Luftwaffe, même chevaleresque, même cet historien, Horsborg, il va jusqu'à qualifier la Luftwaffe d'arme chevaleresque. Et alors que, vous le savez sans doute, la Luftwaffe, c'était comme la Wehrmacht. La Luftwaffe avait ses propres camps de concentration où elle faisait des expériences pseudo-médicales sur le froid, sur les internés. Il y avait Barth et il y avait Dachau. Et elle employait des travailleurs esclaves pour terrasser, faire des travaux de terrassement, construire des aérodromes. Enfin, la Luftwaffe trempait complètement dans le système nazi. Et ça n'a pas non plus été étudié. Alors, c'est pas très grave, mais ce qui est ennuyeux, c'est qu'en fait, du fait que ce n'est pas étudié, on fait un portrait de la Luftwaffe qui est tout à fait faux. Et ces jeunes, puisqu'ils étaient jeunes, les pilotes, ils avaient été élevés dans le nazisme, ils étaient bien sûr complètement pris par cette idéologie, plus encore finalement que l'armée de terre. Puisqu'en termes de moyenne d'âge, les cadres de la Luftwaffe étaient très jeunes. Et d'ailleurs, ce mythe va très loin, puisque après la guerre, la Wehrmacht a changé de nom, la Kriegsmarine aussi, mais pas la Luftwaffe. Et donc là, à mon avis, il y a quelque chose. J'ai peut-être une dernière question ou remarque sur tout ce qui se passe après 1943. Ils disent, oui, mais c'est la propagande nazie, c'est la conviction de l'invincibilité, la victoire même quand elle est impossible, elle doit venir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre aspect qui est, d'ailleurs, utilisé, augmenté par la propagande, c'est une perspective apocalyptique. Dire que on ne peut pas perdre Oui. parce que nos ennemis vont faire à nous ce qu'on a fait à eux, et quelque chose qui était très très présent dans la hiérarchie SS, une conscience que nous avons commis des crimes qui sont tels qu'on a brûlé tous nos ponts, Ouais. on a brûlé tous nos navires, il n'y a pas de moyen de retourner en navire, donc ce qu'un négocier n'est plus possible pour nous parce qu'on sait ce qu'on a fait. Et si la population sait ce qu'on a fait, ils savent très bien qu'il n'y a pas de paix négociée possible à cause de nos propres forfaits. Et ils feront à nous ce que nous on a fait à eux, donc du coup autant tremper massivement dans cette criminalité parce que on a transgressé une frontière qui fait qu'il n'y a plus de retour en arrière. Et donc, combien même on perd, si on perd, on va tous périr, ils vont tous nous massacrer. Et est-ce qu'il n'y a pas cette dimension apocalyptique qui déchaîne aussi la violence parce que, de toute façon, c'est tuer ou être tué. Oui, c'est possible. En tout cas, si on lit la propagande, c'est tout à fait ça. On prédit, oui, parce que par exemple, si je me souviens bien, Aix-la-Chapelle a été libérée en octobre 1944. Donc il y a une petite partie de l'Allemagne qui est libérée. Et donc dans les journaux, enfin dans le journal, parce qu'il est décliné sous différentes formes, il n'y a plus qu'un journal en Allemagne, la vie dans cette région de l'Allemagne est présentée comme absolument l'horreur. Toutes les femmes sont violées, tous les manuels sont réécrits par des juifs. À l'école, les enfants n'apprennent que l'histoire selon les juifs. Enfin, et donc, c'est vrai, oui, d'ailleurs, ils le disaient eux-mêmes, c'est la rhétorique des ponts coupés. Et donc, on va tremper la population dans cette criminalité, comme tu dis, parce qu'elle non plus, elle ne doit pas survivre. Et ça, c'est très intéressant à étudier. Mais je ne suis pas spécialiste de la rhétorique apocalyptique. Mais là, c'est très important. Et du coup, je pense même, de la part du régime, une volonté de rendre la population collectivement complice dans le massacre. Donc, une participation populaire à des lynchages et d'aviateurs va être particulièrement bienvenue dans cette perspective-là. De toute façon, vous êtes tous comme nous. Oui. N'arrivez pas pour dire c'est les quelques SS qui ont... on y a tous participé, on le sait très bien.
Donc vous ne pouvez pas vous désolidariser du régime parce que vous êtes comme nous, vous avez trempé dans cette criminalité. Ce que les soldats de la Wehrmacht savaient parfaitement, c'est parce qu'ils savaient à quel point ils avaient participé au crime qu'ils ne pouvaient pas, eux, facilement se retourner et dire on fait fausse route, on déserte, on rallie le camp allié. Le camp allié, ils vont dire ne croyez pas qu'on va vous pardonner les crimes auxquels vous avez participé. Ah oui, et ça, c'était les responsables nazis avaient peur justement d'un phénomène de désertion. Et donc, c'est pour ça aussi qu'ils répandaient des bobards extraordinaires sur l'armée alliée, pour faire peur aux soldats allemands qui auraient l'idée de déserter. Et on leur prédisait des catastrophes pires que ce qui arrivait aux aviateurs en territoire allemand. Oui? Oui, je ne sais pas quelle serait votre réaction par rapport à la réconciliation des peuples, par exemple, entre la France et l'Allemagne. Il y a eu cette guerre, l'agression, et puis maintenant c'est la réconciliation. Mais entre-temps, aux anniversaires, par exemple, de l'armistice ou je ne sais pas quoi, chaque peuple célèbre ses héros. Je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'hypocrisie? C'est perplexe, c'est complexe. On célèbre d'une part la réconciliation, enfin disons, on tend à la réconciliation, c'est-à-dire il y a le pardon, je ne dirais pas l'oubli, mais bon. Et d'autre part, on doit célébrer nos héros de guerre et tout. Voilà. Comment vous réagissez? Comment... Oui, c'est contradictoire. C'est complexe, c'est contradictoire. C'est un peu... Moi, ce thème de la réconciliation, c'est lui qui me paraît tout à fait trompeur. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de réconciliation. C'est du pardonnez-moi, c'est du verbiage, c'est du verbe de politique. Mais et ce n'est pas nécessaire. Alors je ne sais pas. C'est un terme très chrétien. Il faudrait faire. Je n'ai pas fait. Il faudrait essayer d'étudier les premiers usages du thème de la réconciliation franco-allemande. Mais pour moi, ça me paraît assez connoté. C'est plutôt un discours catholique conservateur, genre Robert Schuman, vous voyez, et la CDU. Voilà. Et c'est inspiré par de bons sentiments. C'est comme ce qu'on voit là, notre commune humanité, c'est ça. Je pense qu'on fait fausse route. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de revenir à la démocratie. À partir du moment où les deux démocraties voisines, elles vivent en bonne entente, parce qu'elles vivent sur les mêmes bases, sur les mêmes principes. La réconciliation, ça ne peut pas exister. Ou alors, dans une perspective religieuse, le pardon, etc. Mais ça ne concerne qu'une partie de la population. Et où tu places le village des cannibales d'Alain Courbin, qui décrit un lynchage extraordinaire en race campagne en France, mais aussi dans un contexte de crainte de déroute militaire, de menace de l'étranger. Ce qu'il décrit là, est-ce que ça résonne avec l'analyse précisément spatiale, chronologique, heure par heure, rue par rue, lors de ce premier conflit franco-allemand, il y a ce lynchage-là où ce n'est pas le même type d'événement que Courbin analyse. Si, parce que c'est une violence de rue. Enfin, c'est une rue de village, mais c'est quand même une rue. Mais je pense que j'ai bien sûr lu avec attention son livre, mais je procède pas tout à fait de la même façon. Et quand, dans le livre, on arrive à la scène du lynchage proprement dite, c'est plutôt vers la fin. Et je crois que... Je ne suis pas sûre que Corbin ait bien analysé cette scène, justement. Et, par exemple, il faudrait que je retrouve exactement... Il signale la présence du maire. Et il dit, le maire, par sa présence, cautionne les faits. Mais
oui et non. Le maire, il est là aussi pour essayer de freiner la violence. Et on a des exemples, alors là c'est aussi dans les violences révolutionnaires. Par exemple, les massacres de septembre. Il y a une thèse qui n'a pas été publiée, mais qui décrit de près un massacre près de l'église des Carmes, là où il y a eu pas mal de massacrés. Donc en septembre 1792, les Prussiens sont aux portes déjà, ça commençait. Et donc le maire du quartier essaye de freiner les violences et il n'y arrive pas. Et au bout d'un certain temps, pour se faire entendre, il monte sur un tas de cadavres. Donc, interprétation, il monte sur un tas de cadavres parce qu'il cautionne le massacre, il méprise le corps de ces personnes qui viennent de mourir, hein, ou il monte sur un tas de cadavres parce que c'est le seul moyen qu'il trouve d'être en situation dominante et pour imposer son autorité et pour que ça cesse. Vous voyez ? Et je pense que je pense que c'est ça, c'est la présence d'une autorité locale, c'est quelque chose d'assez ambigu. Mais le livre de Alain Corbin est conçu différemment parce que moi je pars des événements locaux, tandis que lui, il y a plusieurs couches, il y a le contexte général, après il y a le contexte, je sais pas quoi, régional, la moyenne durée, la courte durée, puis après on arrive au... Et moi je préfère partir du bas et construire mais forcément, il faudrait que je le relise maintenant ce livre, parce que il y a des points communs. Je voulais juste dire, vous avez évoqué le livre de Kershaw. Moi, si je me souviens bien, dans ce livre, il fait quand même appel à un épisode, donc un jeune homme dans une ville, je ne sais plus laquelle, qui dit que c'est la fin du nazisme, qui se dévoile anti-nazi, et qui est justement lynché parce que il se dit, justement Kershaw, si je me souviens bien, part de ce point pour dire que, comme vous, finalement, que la nazification était toujours, l'atmosphère nazie était toujours là. L'autre chose que j'avais envie de dire, pour mars 1945, donc il y avait un pic des lynchages, et je me demandais à quoi était dû ce pic. Bref, et alors au niveau du manuel, des autres séances, vous avez évoqué le manuel des aviateurs, destiné aux aviateurs britanniques qui les informaient à comment se comporter si malheureusement ils étaient tombés. Et je voulais savoir s'il y avait quelque chose de prévu dans ces manuels, s'ils étaient tombés en Allemagne, si on les prévenait justement de ce risque de lynchage, ou justement, puisqu'il n'y avait pas de débriefing de ces aviateurs tombés en Allemagne, si le risque était connu ou pas. Et voilà, c'est tout. Alors, dans l'ordre, il y a d'abord le livre de Kershaw. Alors là, je me souviens pas, c'est dans quel livre La fin, oui. C'est aussi dans la fin, bon. Oui. Il faudrait que je m'y reporte. Là, et puis, sinon, c'était quoi la deuxième question? C'était plus sur le map, mais je me demande si ça rejoint pas ce que disait M. Langrou, à savoir que ce pic en mars 1945 ne correspondait pas à un paroxysme de cette dimension justement apocalyptique. Puisque en mars 1945, les Alliés avançaient, l'Allemagne était quasiment occupée, il ne restait plus qu'un mois et demi avant la fin de la guerre, donc effectivement, est-ce que ça ne correspondrait pas au fait que cette dimension apocalyptique a atteint son apogée finalement? Et beaucoup plus de lynchage sur un territoire très réduit. Oui, peut-être, mais je ne sais pas. Voilà. Parce que justement, quand on dit qu'il ne restait plus que tant de semaines, c'est aujourd'hui que vous le dites. Vous voyez. Et donc, dans la rhétorique de Goebbels, c'était pas ça du tout. Et puis, la troisième point, c'était. Sinon, les consignes. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on tombe en Allemagne? Alors, c'est assez curieux parce que. C'est assez curieux. En fait, les Alliés ont été très lents à percevoir la nocivité du régime nazi. C'est pour ça qu'ils ont été surpris quand ils sont arrivés au camp de concentration. Ils ont été sincèrement surpris. Et donc, les lynchages, j'en ai vu j'ai vu des traces du fait qu'ils étaient au courant à partir de l'été 44.
Mais dans les avertissements aux aviateurs, il me semble que ça ne commence qu'au début 45. Et donc c'est très tardif. Et le dernier avertissement, c'est de dire, de demander aux instructeurs, de dire aux aviateurs de redouter non seulement les SS, mais surtout les civils. Les civils sont comme des SS. Et donc on leur dit, en fait, on n'ose pas leur dire ne vous rendez pas, parce que normalement, la loi de la guerre, ils doivent se rendre. Mais on leur dit, se rendre n'est pas une obligation. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire en uniforme au milieu de l'Allemagne nazie? Donc voilà, donc ils se sont rendus compte quand même. Alors il ne me reste plus qu'à te remercier. Et c'est moi qui très vous remercie. chaleureusement. Je pense que sur ces 4 conférences, on a vraiment eu une leçon d'histoire pour montrer qu'on peut relier un terrain d'enquête très enraciné dans le local et dans les sources à de très grands enjeux historiographiques et parcourir vraiment peut-être pas toute l'histoire européenne, mais à partir de 3 cas emblématiques, raconter une vraie histoire européenne. Et je pense que c'est un exploit assez rare pour être souligné. Et merci d'avoir partagé cette aventure avec nous, avec beaucoup de générosité intellectuelle, d'avoir stimulé autant d'échanges pendant les 4 conférences. Ça a été pour nous tous, je pense, une très belle expérience. Merci beaucoup de tout.